Depuis 150 ans, à l'Institut catholique de Paris, nous formons des esprits libres et des consciences éclairées. Depuis 150 ans, nous défendons la richesse du dialogue et de l'altérité, construisons des ponts entre les disciplines, les cultures, les religions. Nous cultivons l'héritage d'un humanisme exigeant, ouvert et généreux. Nous transmettons un savoir rigoureux. L'idée d'une université ouverte, humaine, vivante. Nous bâtissons l'avenir. Engagés, parfois critiques, pour penser et habiter le monde autrement. Nous croyons aux rencontres qui transforment, au savoir qui éclaire, aux convictions comme aux doutes. Au temps de la réflexion pour parer l'urgence. Nous tissons des liens entre foi et raison, entre science et conscience, entre recherche et action. À celles et ceux qui veulent comprendre avant de convaincre, qui veulent apprendre, transmettre et s'engager. L'ICP tend la main depuis 150 ans, aujourd'hui et demain. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence ce soir. Donc, merci à ceux qui sont présents dans la salle et puis aussi à ceux qui nous suivent, je crois, assez nombreux sur la chaîne YouTube de l'ICP. Donc, je suis Cécile Baudouin, je suis la directrice de la communication de l'Institut catholique de Paris. Et ce soir, nous allons échanger avec vous, vous présenter l'offre de formation en la présence de Madame de Chabot, qui est notre directrice des affaires académiques, Madame de Lasserre, qui s'occupe de l'orientation et l'insertion professionnelle à l'ICP, et Madame Irel, qui est directrice de la vie étudiante. Voilà, je vais commencer par vous présenter quelques petites informations générales sur l'établissement que vous allez aussi pouvoir retrouver dans notre guide des formations que vous avez a priori tous en main ou que vous pouvez télécharger sur le site de l'ICP. Et voilà, je vais commencer par des informations assez génériques comme le campus au cœur de Paris. Ça tombe bien, vous y êtes pour ceux qui êtes là. Vous connaissez notre emplacement. 21 rue d'Assas ou 74 rue de Vaugirard pour l'adresse actuelle. Un bâtiment qui a été construit en plusieurs étapes au gré des années, puisque comme vous l'avez vu, l'ICP a 150 ans. Nous avons commencé nos premières activités en novembre 1875 avec une faculté des lettres, une faculté de droit et une faculté de sciences. Et c'est à partir de cet ADN de bâtiments historiques en cœur de ville que nous nous sommes développés, notamment à Reims depuis 2021 et à Rouen depuis 2023, où nous avons récupéré des bâtiments, restauré des bâtiments, mis aux normes des bâtiments pour recevoir des étudiants et les recevoir dans les meilleures conditions en leur proposant une offre de formation basée sur celle du campus de Paris et qui se déploie sur les campus en région. Nous avons également aussi une antenne à Tours depuis la rentrée de septembre dernier en sciences de l'éducation. Alors, si vous êtes ici, peut-être vous êtes déjà renseigné et vous vous êtes rendu compte que nous ne faisions pas de préparation médecine, pas de pharmacie, pas de biologie. Voilà, nos domaines à nous, ce sont les sciences humaines et sociales, les sciences politiques, la philosophie, le droit, l'histoire de l'art. Et quelques grands chiffres pour présenter l'établissement. Aujourd'hui, l'ICP, c'est 11 000 étudiants. Voilà, il faut savoir qu'en 1875, il y en avait à peu près 40. Vous voyez, on a fait du chemin depuis. 11 000 étudiants sur nos 3 campus, dont 30% d'internationaux qui vont nous rejoindre au cours des cursus et au cours des années dans les cursus. Aujourd'hui, l'ICP, c'est 6 facultés. Faculté des lettres, faculté de sciences sociales, d'économie et de droit, faculté d'éducation, faculté de philosophie, faculté de droit canonique et faculté de théologie. Une unité de recherche qui est spécialisée en religion, culture et société, 5 bibliothèques qui sont en train d'être refondues en une seule dans le bâtiment qui est dans la cour pour le campus de Paris, et 5 bibliothèques. J'ai fait un petit test la semaine dernière auprès de nos étudiants. C'est combien d'ouvrages à l'ICP ? C'est un demi-million.
plus d'un demi-million d'ouvrages qui sont conservés à l'ICP et mis à la disposition des étudiants de l'ICP. Aujourd'hui, la directrice de la vie étudiante nous en parlera mieux tout à l'heure, c'est à peu près 40 associations étudiantes sur les 3 campus et nous sommes en lien avec plus de 200 universités partenaires dans 55 pays pour échanger à la fois des étudiants qui circulent, mais aussi des enseignants-chercheurs qui vont aller d'un continent à l'autre. On fait venir des enseignants-chercheurs à l'ICP, on envoie aussi les nôtres à l'ICP. L'offre de formation, je vous ai dit en 1875, 40 étudiants. Aujourd'hui, c'est 20 licences, diplôme national de licence, 30 masters, 4 prépas, et nous avons plus de 1000 enseignants qui enseignent sur nos 3 campus. Voilà, c'est un peu des grands chiffres, un peu ce qu'on appelle nos chiffres clés, mais c'est pour vous donner une idée de la carte d'identité de l'établissement. Madame de Chabot, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Hortense de Chabot, je suis donc directrice des affaires académiques à l'Institut catholique. Et effectivement, nous avons de nombreux atouts à l'Institut catholique de Paris. Nous avons des petits effectifs, des effectifs à taille humaine qui nous permettent d'avoir un suivi personnalisé pour nos étudiants, une proximité, un échange avec les enseignants, par des directions d'études, par du tutorat entre les étudiants un peu plus âgés et les premières années. Cette proximité, cet accompagnement que nous proposons à nos étudiants nous permet d'avoir un taux de réussite qui est 2 fois supérieur à celui de la moyenne nationale. Il est autour de 90% pour nos licences sélectives et 80% pour nos licences non sélectives, ce qui est plutôt satisfaisant pour l'instant. Et 91% de nos étudiants inscrits en L3 ont validé cette année-là leur L3 et poursuivent donc après en master. Et surtout, nos étudiants sont heureux. Enfin, en tout cas, ils nous le disent. Ils sont heureux puisque 92% d'entre eux recommandent l'ICP à leur sortie de cursus de licence. Et pour nous, je pense que c'est notre plus grande réussite, notamment en tant qu'enseignants, car nous avons à cœur de faire que nos étudiants reçoivent une formation académique de haut niveau, mais qu'ils soient également heureux, qu'ils vivent des années, de belles années universitaires, car c'est aussi ça qui va forger les adultes de demain. Et donc pour nous, nous avons vraiment à cœur que nos étudiants passent de belles années à l'Institut catholique. Alors normalement, nous avons une petite vidéo sur pourquoi nos étudiants ont choisi l'ICP, puisqu'on allait faire un micro-trottoir pour leur demander. Et normalement, elle doit s'afficher derrière moi si tout se passe bien. J'ai choisi l'ICP notamment à cause des petits effectifs parce que je voulais vraiment suivre en amphi. J'ai aussi choisi par rapport au campus que j'avais pu visiter pendant les JPO. J'ai trouvé le lieu, les locaux vraiment magnifiques. C'est sûr qu'avoir un lieu de travail qui nous plaît et dans lequel on se sent épanoui et on est content d'y aller le matin, c'est un grand plus. Il y a une vie associative aussi qui est très très forte, qu'on ne retrouve pas forcément dans des facultés qui sont publiques. Moi je suis dans plein d'assos et c'est vraiment important pour pouvoir ne pas faire que les cours en permanence. Moi j'ai choisi l'ICP parce qu'il propose un grand parcours en langue. Il y avait une grande diversité de choix de langues, j'ai vu qu'il y avait du japonais, du chinois. On m'a beaucoup parlé de sa réputation en termes de professeurs. C'est une richesse, une diversité franchement que ne propose pas d'autres formations à Paris. Et avant de rejoindre l'ICP, je voulais prendre la licence Histoire de l'art, sauf qu'après la porte ouverte, je me suis rendu compte que l'infocom ça me correspondait plus et j'ai été acceptée et maintenant je suis trop contente d'être ici. J'ai un ami en fait à l'ICP qui m'a un peu conseillé et il m'a dit en infocom il y a du théâtre, il y a de la rhétorique, donc j'ai rejoint l'ICP pour ça et j'ai absolument pas regretté. C'était pas mon premier choix, mais je pense avec le recul que c'était vraiment le meilleur. Si je devais refaire mes vœux, je le mettrais en premier. Voilà. Il y a peut-être quelques passages qu'on aurait dû censurer pour les parents. Oui, il faut quand même travailler, hein, on est là pour travailler. Donc, nous avons lancé cette chaîne TikTok en janvier et pour les jeunes qui sont dans la salle, n'hésitez pas à regarder les contenus qui sont publiés. Alors, je vois que j'ai déjà quelques questions qui arrivent sur le chat YouTube. Je prends la première question qui m'est arrivée, c'est est-ce que les inscriptions se font en présentiel ou entièrement en ligne ?
Alors là, on est bien sur une présentation de l'offre de formation essentiellement orientée sur les licences. Donc vous allez passer par Parcoursup. Et une fois que vous recevez l'accord de l'établissement pour vous inscrire et que vous-même vous êtes d'accord pour vous inscrire, alors vous rentrez dans un processus d'inscription en ligne. Vous n'êtes pas obligé de venir dans l'établissement pour vous inscrire. Je crois que j'ai le temps encore pour une deuxième question. Y a-t-il une différence de niveau selon les campus ? Alors ça, c'est une question qui est tout à fait intéressante parce que c'est une question qui revient souvent. Les critères de sélection, mais je passerai la parole peut-être à Madame de Chabot après, mais les critères de sélection, ou dans la deuxième partie, critères de sélection sont les mêmes pour tous les campus. Pour une formation donnée, les critères de sélection sont les mêmes pour tous les campus. Voilà. Mais à Paris, il peut y avoir peut-être plus de candidats qu'à Reims ou à Rouen. Je me permets de rajouter que ce sont d'autant plus les mêmes critères que nos enseignants se partagent entre les campus. Donc ce sont les mêmes enseignants, très souvent, qui enseignent à la fois à Paris, à Reims et à Rouen. Pardon, j'ai une dernière question qui est arrivée après, on va enchaîner. Le nombre d'heures de cours est-il similaire entre les facultés publiques et privées ? Alors, souvent, ce n'est pas le cas. Nous avons plus d'heures de cours. Voilà. Nous avons souvent des licences avec des maquettes importantes en termes de nombre d'heures parce que voilà, nous avons à cœur cette qualité académique et donc vous avez un petit peu plus d'heures de cours chez nous que dans les facultés publiques. Et donc, cette qualité académique, ça passe par la qualité des enseignants que nous avons la chance d'avoir à l'Institut catholique, mais ça passe aussi par une ouverture sur le monde, une ouverture qui nous tient à cœur. C'est pour ça que nous sommes ravis d'accueillir 25% d'étudiants internationaux, plus de 60 nationalités. C'est une vraie richesse pour nos étudiants. Ça permet des rencontres très intéressantes, très enrichissantes. Nous avons des partenariats dans près de 200 universités, dans 55 pays, partenariats que chaque année nous continuons d'augmenter parce que nous essayons d'offrir à nos étudiants le plus de places possible dans les programmes Erasmus, MICEFA pour l'Amérique du Nord. Nous avons aussi des professeurs qui nouent des accords bilatéraux entre universités, par exemple en Argentine, en Corée, en Australie. Ce sont des axes de développement qui sont importants pour nous parce que ça fait beaucoup grandir que d'aller voir autre chose dans un autre pays. C'est pour ça aussi que nous avons mis l'accent sur les langues, puisque nous avons la spécificité à l'Institut catholique d'avoir un pôle langue qui permet à nos étudiants de démarrer en L1 une nouvelle langue. Et donc nous en avons 9, dont le russe, le chinois, le coréen et l'arabe. C'est une opportunité que beaucoup de nos étudiants saisissent. Il faut juste noter qu'une fois que vous choisissez votre langue en L1, vous la gardez pour les 3 prochaines années. Donc attention quand même à vos choix. Mais voilà, c'est une attention toute particulière. Et donc le départ se fait au premier semestre de la L3. Alors justement, merci, vous avez répondu à la question de Hyacinthe Petit-Morin, 2241Y. Ah non, 2241 qui posait la question, y a-t-il des échanges ? Voilà, donc il y a effectivement des échanges qui sont intégrés dans le cadre des licences. À noter que si on part en L3, en réalité, on est évalué sur son dossier de L1. Donc si vous avez un projet de partir en 3e année à l'étranger, dans un semestre dans une université partenaire, pensez-y dès la L1 parce que votre dossier est évalué au premier semestre de la L2 sur la base de vos résultats de première année. Voilà, donc c'est vraiment un projet qu'il faut travailler dès le démarrage et pas se réveiller en disant tiens, finalement j'irai bien. Alors, on va enchaîner. Alors, un petit rappel de notre système LMD. Peut-être que vos parents, vous les jeunes, ont connu un autre système. Peut-être ont-ils connu les DUG, les maîtrises et autres DESS ou DEA. Vous n'êtes pas les seuls, rassurez-vous.
Mais aujourd'hui, nous sommes passés au système LMD, donc une licence qui se fait en 3 ans, qui vous ouvre ensuite les portes d'un master. Donc ce master doit vous conduire vers un métier, il vise à vous spécialiser. Et ensuite, pourquoi pas poursuivre dans la voie du doctorat, qui est aussi une très très belle voie pour ceux qui souhaitent prolonger au-delà du master. Donc voilà, aujourd'hui, en tout cas, on essaye de vous conduire à Bac+5, 3 ans de licence, 2 ans de master. Nos formations donc, sont présentes, comme vous l'a dit Madame Baudouin, sur Parcoursup. Nous avons une vingtaine de formations qui préparent au diplôme national de licence, donc dans les domaines des humanités, arts, lettres et langues, sciences humaines et sociales, droit, économie, gestion. Nous avons aussi 4 options d'APES qui sont peut-être moins connues. Donc l'APES, ce sont des années de préparation aux études supérieures. Ce sont des formations qui s'adressent à plusieurs types de bacheliers. Ça peut être un bachelier qui a eu des résultats un petit peu justes et qui aurait besoin de renforcer son dossier pour intégrer une licence par une année de spécialisation. Ça peut être un bachelier qui a 1 ou 2 ans d'avance et qui souhaite prendre un peu plus son temps. Ou ça peut être aussi un bachelier qui est perdu dans son orientation et qui souhaiterait bénéficier d'enseignements pluridisciplinaires qui ont l'avantage de permettre de s'accommoder avec l'environnement de la faculté, de l'université et surtout de commencer à intégrer la méthodologie de l'université. Donc, voilà, c'est une formation qui est intéressante. À noter toutefois que ça ne permet pas d'accéder automatiquement en L2 quelque part. Après, c'est un examen de dossier. Et que seuls les bacheliers de la filière générale peuvent accéder à la PES. Nous avons également 2 doubles diplômes licence plus bachelor. Le bachelor de sciences politiques, géopolitique et humanité que j'ai également la joie de diriger. Et l'autre bachelor avec... L'autre bachelor, c'est un bachelor que nous avons mis en place avec l'ISEP et qui est en cybersécurité santé. Donc ça, il n'est pas présenté sur ce slide puisqu'en fait, sur Parcoursup, vous ne le trouverez pas sous l'item ICP, mais il faut bien postuler l'ISEP. Voilà. Question qui arrive. Promis, après, vous pourrez poser vos questions à la fin, vous aussi. Hein. C'est pas que pour les gens qui sont sur YouTube, mais c'est une question qui est en lien avec les campus et les vœux. Alors, peut-être je vous passerai la question après, mais il y a déjà première question aussi de Omisoa sur combien de langues peut-on étudier? Parce que vous avez vu, il y a une jeune fille qu'on vous a montré tout à l'heure qui dit « Ah, il y a du russe, il y a du chinois, il y a de l'arabe, je peux faire plein de langues ». En fait, ça va dépendre de la formation que vous choisissez. Je prends un exemple. Dans la licence Histoire Sciences Politiques, par exemple, vous avez des langues qui sont intégrées dans la maquette et vous avez en plus des langues que vous pouvez choisir en plus des 2 langues qui sont intégrées. Voilà. Donc ça va vraiment dépendre des formations que vous êtes, de la formation, parce que vous allez être inscrit dans une formation à la fin, de la formation que vous allez choisir. Alors, on enchaîne un petit peu pour répondre ensuite à la question de Thierry Barret, 3249. Mais peut-être qu'on va avancer un petit peu dans la présentation des formations et on répondra à la question des vœux, sous-vœux, des campus et de choix des licences. Donc, comme vous l'aurez compris, nos formations se déclinent sur 3 campus. Je me permets d'ajouter une précision, notamment en ce qui concerne Parcoursup. Une formation sur un campus égale un vœu. Si vous choisissez une licence, la licence d'histoire sciences politiques, par exemple, à Reims, c'est un vœu. Si vous choisissez Paris, c'est un 2e vœu. Mais ce n'est pas parce qu'un vœu ne suffit pas pour plusieurs campus. Voilà, ça c'est une précision importante. Et donc sur cette slide, vous pouvez voir un petit peu le panel des licences que nous proposons dans des domaines
très variées comme l'information et la communication, les lettres, la philosophie, les sciences sociales, la théologie, les sciences de l'éducation, bien entendu. Voilà, donc nous avons un panel riche que nous développons aussi chaque année. Si vous voulez une anti-sèche pour les questions-réponses, vous le trouverez dans le guide à la page 55. On vous a quand même préparé une petite foire aux questions, si jamais vous voulez regarder ça chez vous un peu plus tard. Et Madame de Chabot, vous avez donc répondu à la question de Thierry Barret, 3249, puisqu'effectivement, une formation égale un vœu. Information, quand même une nouveauté ce soir. Peut-être que vous voulez parler de l'ouverture de la licence Histoire Sciences Po sur le campus. Effectivement, nous venons d'avoir l'accord de l'ouverture de la licence Histoire Sciences Politiques à Reims, ce qui est une très très bonne nouvelle. Elle sera donc présente à Paris et à Reims. Et cette licence présente l'avantage d'avoir une préparation intégrée au concours des IEP. Donc, vous l'aurez compris, nous l'avons évoqué en début de séance, nous avons deux types de licences. Nous avons des licences sélectives et nous avons des licences qui ne sont pas sélectives. Qu'est-ce que ça veut dire une licence sélective ? Ça veut juste dire que nous avons un nombre de places limité. Généralement, ce nombre de places est entre 220 et 230. Donc, ce sont des licences un peu plus compétitives. Ce sont des licences qui sont assez attractives. Il y a juste le cas plus particulier du double diplôme licence et bachelor, où là, il y a 40 places de disponibles pour la licence Histoire Sciences Politiques plus bachelor et 40 places disponibles pour la licence Sciences Sociales plus bachelor, ce qui nous fait un effectif de 80 places. Et vous voyez apparaître sur l'écran aussi la double licence. Alors, on a un gros chiffre à côté, 360 ECTS, un petit peu de pédagogie. Une licence, c'est 180 crédits ECTS, et c'est des crédits, ce qu'on appelle les crédits ECTS, c'est ce qui vous permet de circuler au sein du système européen. C'est des équivalences, voilà. Donc, une licence, c'est 180. Ça vous permet de valider un niveau. En fait, 180 ECTS, ça vous permet de valider le niveau licence. Donc là, ça veut dire que vous en validez 2, en fait. 2 licences. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien regarder quand vous verrez dans l'offre de formation, dans Parcoursup, bien vérifier qu'une double licence, c'est vraiment 2 diplômes. Voilà. C'est pas parce que vous avez un intitulé, je prends un autre exemple, Histoire et géographie, que vous allez avoir une licence d'histoire et une licence de géographie. C'est important de bien vérifier, et c'est le nombre de crédits ECTS qui vous permet de vérifier cela. C'est pour ça que pour le double diplôme licence plus bachelor, vous n'avez pas ces 360 ECTS, parce que vous avez les ECTS dans le cadre de la licence, mais le bachelor est un DU, un diplôme d'université propre à l'ICP. Il n'y a pas d'ECTS attaché au diplôme du bachelor, mais seulement à la licence. Donc vous avez vos ECTS, mais avec la licence. Alors, je vois qu'on a parlé des licences sélectives et des licences non sélectives. Je vous propose d'enchaîner peut-être sur cette précision, parce que je sais que la question de la sélectivité revient souvent dans les échanges que nous avons avec les familles. Et donc, vous avez la réponse sous les yeux. Alors, la sélectivité, bien entendu, elle passe par un niveau attendu. Comme ces licences sont très demandées, nous attendons généralement une moyenne de minimum 12. Mais bon, ce sont les étudiants qui ont généralement autour de 14-15 de moyenne générale qui sont en terminale, qui sont sélectionnés. Les spécialités sont également un critère important. Sachez qu'il n'y a pas de spécialité rédhibitoire à l'ICP. Donc voilà, on ne vous demande pas des spécialités particulières. Néanmoins, c'est quand même mieux que les spécialités choisies en terminale correspondent à la licence que vous allez choisir, parce que cela va vous aider. Voilà, ça fait partie quand même, vous partez avec une base de départ qui est intéressante. L'inquiétude aussi, c'est comment choisit-on ? Alors, je ne vais pas vous mentir, oui, nous avons un algorithme. Oui, nous avons un premier tri
algorithmique. Néanmoins, je vous rassure tout de suite, celui-ci est programmé par les responsables des formations. Donc, nous maîtrisons tout à fait les critères et surtout, il ne s'agit que d'un premier tri. Ensuite, nous procédons à une lecture manuelle des dossiers grâce à des comités de sélection qui sont créés dans chaque faculté pour chaque formation, où là, nous portons une attention toute particulière au dossier, au profil de l'étudiant et aux lettres de motivation. Pas d'intelligence artificielle, on sait reconnaître l'intelligence artificielle dans les lettres de motivation et ça a tendance à crisper plus qu'à vous aider. Donc voilà, sachez que certes, nous sommes obligés d'avoir un premier tri parce que nous avons parfois des milliers de demandes, mais la sélection se fait ensuite par les professeurs très attentivement, de manière à permettre à ce que tous les dossiers soient vraiment examinés. Okay. Un petit témoignage de maman, voilà, séquence émotion. Sur la lettre de motivation, ce qui est intéressant, c'est de se dire que vous la faites pour vous-même d'abord. C'est-à-dire que vous allez voir, quand vous allez faire vos lettres de motivation hyper stressées, janvier, février, etc., il faudra vous rappeler en juin pourquoi vous avez choisi cette formation. C'est plus pour vous qu'il faut la faire, en fait. Elle est essentielle pour savoir pourquoi ça vous intéresse finalement, cette formation, et qu'est-ce que vous visez derrière. Après, on n'ira jamais vous dire, vous avez écrit dans vos lettres de motivation que vous voulez devenir avocat, mais finalement, vous avez fait un master RH. Non, jamais. Voilà. Donc, c'est vraiment pour vous, c'est dessiner un avenir, réfléchir pourquoi vous voulez faire ça. Et en fait, on veut vous connaître, tout simplement. Et aussi, posez-vous la question, si vraiment vous n'arrivez pas à faire cette lettre de motivation, si vraiment c'est surhumain, est-ce que c'est la bonne formation ? Et l'autre conseil, vraiment, je l'ai dit déjà à certains d'entre vous que j'ai pu croiser tout à l'heure, ce qui est très important, c'est regarder les maquettes des cours. Les maquettes, c'est tout le déroulé des cours que vous aurez, le programme des cours que vous aurez en L1, en L2 et en L3. C'est très important parce que ça va vous permettre de voir si ces cours-là vont vous intéresser. Parce que bien souvent, les étudiants ne regardent pas, ils regardent juste l'intitulé, les débouchés, mais ils ne regardent pas véritablement ce qu'on va leur apprendre. Et après, on peut avoir des problèmes d'orientation, des volontés de se réorienter, ce qui est tout à fait possible. Mais voilà, je vous encourage quand même à bien regarder le programme des cours afin que vous soyez bien au courant de ce que l'on va vous apprendre. Je vais rebondir sur ce que disait Madame Baudouin sur la lettre de motivation qui vous permet en effet de vous poser les vraies questions. Pourquoi j'ai envie d'aller à l'ICP ? Pourquoi j'ai envie de faire cette formation ? Comme je suis conseillère d'orientation, je vois les choses de manière un petit peu plus globale et je sais que vous ne postulerez pas que à l'ICP. Il n'y a plus de priorisation, comme il y a pu avoir à un certain moment avec APB, enfin bon, voilà, d'autres plateformes de sélection que vous avez pu connaître. Donc on dit qu'il n'y a pas de choix à faire et pas de classement à effectuer. En revanche, en juin, quand vous recevrez les résultats, j'espère que vous aurez des oui dès la première session de résultats. Vous aurez 2 jours pour répondre. Donc, faire ce travail de priorisation, c'est vraiment très important. J'insiste là-dessus. Alors, merci Madame Delasserre. Donc, j'ai 2 questions de Stéphanie Bastide, 1173, qui veut savoir si on peut intégrer l'ICP avec un bac STMG. Alors, oui. Mais ça dépend des formations. Donc, par exemple, en droit ou en sciences sociales, c'est une possibilité. Donc là encore, je vous invite à vous renseigner auprès des responsables pédagogiques, par exemple, ou des secrétariats, ou tout simplement sur le site de l'ICP, ce sera sûrement précisé. Vous pourrez rencontrer les directeurs des licences concernées à la JPO, qui est, si je ne me trompe pas, sur votre petit tract qui doit être le 7 février, si je ne me trompe pas. Alors, j'ai quand même une question sur la sélection. Une question de JB Playlist. Est-ce que l'algorithme de sélection prend en compte le lycée d'origine du candidat et le niveau du lycée ?
Alors, tout ça est pris en compte dans le traitement manuel des dossiers. Voilà. Merci beaucoup. Une réponse très claire. Et les SP préférables pour Emma PR28. Donc, je crois qu'on a déjà répondu à cette question. Voilà. Pas de spécialisation rédhibitoire. Néanmoins, si vous avez envie de faire une licence de sciences sociales, c'est quand même mieux d'avoir pris la spécialité SES. Voilà. Après, mais encore une fois, rien n'est totalement fermé. Il y aura sûrement d'autres questions que vous voudrez poser à l'issue de cette première partie de la présentation. Donc, on répondra en fin de présentation. Là, je voudrais passer sur la question de l'accompagnement à l'insertion professionnelle dès la licence et je vous passe la parole. Bonjour, Béatrice de la Serre, je suis responsable de l'orientation et de l'insertion professionnelle donc, à l'ICP. C'est une des particularités de l'ICP que d'accompagner ces étudiants dès la première année à construire leur profil, à construire leur dossier, à construire leur future insertion professionnelle. On les engage donc à faire des stages, mais aussi on les aide, on les sensibilise au métier, aux débouchés, à la construction de leur profil, dès la L1. Moi, mon grand, en tant que conseillère d'orientation, mon grand leitmotiv, c'est l'orientation commence dès la L1. Hein. Quand vous arrivez en L3 en janvier, et que vous voulez présenter des masters et que vous vous retrouvez face à la plateforme Mon Master, et bien souvent, il est trop tard. Alors ça veut dire, par exemple, acquérir des compétences qui ne sont pas forcément celles qui sont enseignées dans votre formation, par exemple des compétences sur Excel, de Canva, enfin oui, encore que Canva, j'en reviens. Mais voilà, ça veut dire commencer à créer votre réseau. Et ça, moi, je travaille beaucoup là-dessus avec les étudiants. Il y a des gens qui peuvent avoir un réseau par leurs parents, mais le réseau, ça sert une fois, 2 fois. Ça sert pas à créer une carrière. Le réseau, ça se fait surtout par LinkedIn, en essayant de rencontrer des intervenants métiers, voilà, tout au long des 3 années pour pouvoir ensuite leur demander un super stage en janvier, enfin des stages avant, mais un très bon stage en janvier de la L3. Nous les accompagnons aussi sur évidemment des thèmes plus classiques, des outils techniques, le CV, la lettre de motivation, comme je vous disais, la construction et le développement du réseau. La semaine dernière, nous avions un forum de l'orientation des carrières et de l'insertion professionnelle où il y avait 120 intervenants qui proposaient à la fois une aide au discernement. Qui suis-je, quelles sont mes compétences, quelles sont mes forces, mais aussi quels sont mes désirs, quelles sont mes valeurs et vers quel métier ça peut déboucher. Des ateliers pour avoir une méthodologie pour la recherche d'emploi, pour la recherche de stage, des ateliers pour méthodologie pour ceux qui veulent passer des concours, ensuite voilà, toutes sortes de choses comme ça. Et puis il y avait une 60aine d'intervenants métiers qui sont venus au long des 2 journées rencontrer les étudiants sous forme avec des petites présentations, mais surtout sous forme de questions-réponses. Et on sait déjà que ça aide énormément les étudiants à se positionner sur des métiers, à connaître les débouchés économiques et à savoir comment s'insérer dans ce type de métier. Pour ma part, je suis aussi disponible, et ça c'est une spécificité je pense de l'ICP, je suis disponible pour les étudiants en entretien individuel et bien sûr confidentiel s'ils rencontrent soit des difficultés, soit des doutes dans leur choix d'orientation. Il y a beaucoup d'établissements d'enseignement supérieur qui font de l'insertion professionnelle. L'orientation à l'ICP, c'est vraiment quelque chose d'unique. Voilà.
Et puis, on travaille aussi beaucoup sur les rencontres avec les alumni, parce que c'est finalement eux qui nous représentent le mieux, et on a de beaux projets qui sont en train de se développer à ce niveau-là. Pour compléter, je dirais que la question des stages, il y a plusieurs manières de l'aborder. Il y a les stages qui sont obligatoires dans la maquette de la formation pour valider l'année. Je prends l'exemple, en licence Histoire de l'art, il faut absolument valider un stage pour valider son année. Il y a aussi, on vous incite à faire des stages en dehors du temps universitaire, pour construire votre parcours professionnel. Et les possibilités qui sont faites aussi, les conférences métiers au sein des formations, mais aussi proposées par le service que dirige Madame Delasserre sous la forme du forum ICP Entreprise. Donc vous avez plusieurs possibilités pour chercher à vous professionnaliser, et je vous propose de voir le témoignage d'Antoine qui a fait un stage, qui va vous expliquer pourquoi il a choisi de faire des stages en licence. On pourrait parler d'habitus aussi. Juste avant, juste après. Au sein de certaines facultés, pas toutes, il y a aussi des modules dédiés qui s'appellent Habitus, dédiés, généralement dirigés par des enseignants avec qui on travaille en collaboration, et qui permettent de gagner des crédits d'ailleurs, pour travailler justement sur cette orientation. Donc il n'y a pas que mon service qui... Voilà, on travaille avec les enseignants, avec les facultés, par ces modules Habitus. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est inhérent, enfin qui est unique à l'ICP. Alors maintenant, c'est Antoine. Bonjour, je m'appelle Antoine, je suis actuellement étudiant en 3e année de licence en formation communication à l'Institut catholique de Paris. En 3e année, au 2e semestre, on doit trouver notre stage de fin d'études. Et j'ai pu trouver le mien chez Christian Dior Couture au sein de leur département central de la communication. J'ai trouvé ce stage en fait grâce à une relation qui m'a recommandé. À la vue de mon CV, le recruteur était assez impressionné par les expériences que j'avais pu faire, grâce notamment à toutes les choses que nous propose de faire l'ICP pendant notre licence. Il y avait notamment par exemple mon échange à l'étranger, mes stages conventionnels des années précédentes, le projet de magazine de presse qu'on peut réaliser en 2e année de licence. C'est un stage qui m'apporte beaucoup, notamment personnellement, puisque je me rends compte que le secteur, en tout cas très largement des industries créatives, est un secteur qui me plaît énormément. Donc on arrive au bout de cette longue épreuve que sont les admissions en master. J'ai été donc admis à l'école du management et de l'impact de Sciences Po Paris. Je pense en très grande partie que l'ICP m'a beaucoup aidé, en tout cas dans l'obtention de ce master. Si j'avais un conseil à donner pour votre recherche de stage, c'est de ne pas avoir peur d'enfoncer des portes, et généralement on arrive à obtenir des choses qui sont très intéressantes. Voilà. Donc Antoine, ce qu'il décrit dans son parcours aussi, notamment par exemple le magazine de presse. Alors ça, c'est un travail qui est fait au sein de la licence et qui permet de se professionnaliser au sein de la licence information et communication. Donc il n'est pas arrivé chez Dior en n'ayant rien fait. Il a travaillé, il a cherché des stages, il a monté des projets avec ses étudiants, et souvent ça peut passer par la vie étudiante. On a plusieurs exemples d'étudiants comme ça, qui se professionnalisent par les responsabilités qu'ils vont prendre au sein de leurs associations. J'avance un petit peu, si ma machine veut bien. Oui. Alors, c'est pour toi, Béatrice. À la fin donc, de la licence que vous aurez choisie, certains d'entre vous, la plupart, en fait, vont souhaiter continuer en Master 1. Master 1 puis Master 2. Nous avons à l'ICP, nous offrons plutôt 30 masters, alors qui se divisent en master d'État et équivalent grade master. En fait, ça revient au même. Et ça, je le dis encore une fois pour toutes les formations pour lesquelles vous souhaiterez postuler. Ce qui importe dans une formation, c'est pas le niveau RNCP, c'est le grade de licence et le grade de master. D'accord ? C'est ce qui est le plus important. Et nous, toutes nos formations ont grade de licence et grade de master. Alors effectivement, nous avons 3 types de diplomation à l'Institut catholique. Nous avons une diplomation propre que l'on appelle les diplômes universitaires. Et nous avons une diplomation aussi nationale
qui nous est donné par des conventions que nous signons avec des universités publiques ou par un jury rectoral. Et enfin, nous avons une diplomation canonique, mais qui est reconnue par l'État français. Ce qui est intéressant à retenir, alors déjà sachez, parce que là on va vous embrouiller avec nos histoires de diplômes, mais vous allez regarder dans le guide et sur le site icp.fr, c'est très simple. Quand vous avez un macaron en forme hexagonale bleue marqué diplôme national de licence ou diplôme national de master, c'est la nature du diplôme. Et quand vous ne l'avez pas, ça veut dire que c'est un autre diplôme et c'est bien précisé. Sachez que tout ce que nous imprimons et tout ce que nous publions est visé par le rectorat de Paris. Donc les informations sont fiables et vérifiées. Et ce qu'il faudra regarder, là on vous parle des masters, donc vous voyez on vous a fait une petite liste, etc. dans des domaines, il y a différents masters. Mais quand vous serez là, vous avez peut-être déjà des idées de ce que vous voulez faire, mais quand vous en serez là, il faudra regarder le taux de recommandation, le taux d'insertion professionnelle, ce que font les alumni de la formation pour bien vous positionner sur les formations. Je prends un exemple par exemple sur le master ressources humaines. Bon, le DRH de la Redoute est diplômé de ce master ressources humaines et ça n'est pourtant pas un diplôme national de master. Donc ça ne vous empêche pas de rentrer dans la vie professionnelle. Le master affaires publiques, un des diplômés de ce master affaires publiques est aujourd'hui vice-président de Publicis. Vous voyez, donc c'est pas une question de la reconnaissance du diplôme et n'est pas seulement une question est-ce que c'est un diplôme national ou pas. Voilà, ça faudra bien regarder ça. Et chez nous, 81% des étudiants qui sont en master chez nous disent que c'était bien leur premier choix. Il faut avoir en tête que le passage de licence en master n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une licence, par exemple, d'information et communication à l'ICP, que vous pourrez automatiquement rentrer dans le master en ayant un passe-droit, en vous disant « je suis de cette université, donc j'aurai ma place ». Voilà, il y a à nouveau un système de représentation de votre candidature dans une plateforme qui ressemble à Parcoursup et qui s'appelle monmaster.gouv. Alors attendez, peut-être il faut que je regarde si j'ai des questions. Non, tout le monde est très sage sur YouTube. Ou alors on est très clair. Alors pour ceux qui ne souhaiteraient pas poursuivre leurs études par un master à l'ICP, bon c'est bien dommage, mais nous réalisons des enquêtes non seulement d'insertion professionnelle, ça nous est demandé, mais nous réalisons aussi une enquête de poursuite d'études pour savoir où vont nos diplômés de licence. Et voilà, vous avez devant vous quelques exemples d'établissements dans lesquels ils partent. Sciences Po, les IEP, bon ça c'est pour toute la partie sciences politiques, relations internationales. Vous avez des universités à l'étranger, puisque nos diplômes évidemment sont reconnus à l'étranger. Vous avez, par exemple, en Infocon, il y en a beaucoup qui partent dans des formations très prestigieuses, à Assas, à la Sorbonne, au CELSA, on en parle, voilà. Vous avez aussi des possibilités de... vos enfants, vous pouvez aussi présenter tout ce qui est plutôt commerce, management, en passant des concours, et on voit que nos étudiants intègrent de très belles écoles, universités, Dauphine, ESSEC, ESCP, EM Lyon, rarement en dessous. Voilà. Donc une multitude de débouchés possibles. Alors c'est un peu anxiogène cette multitude de débouchés, hein. Vous rentrez pas dans une école où Bac+5, vous êtes sûr de terminer, voilà. Mais c'est aussi une grande chance et une grande variété. Et moi, je suis évidemment là. À partir de maintenant, là, mon bureau ne va pas désemplir d'étudiants qui veulent faire leur choix de master. Alors, je précise que les consultations de Mme Delasserre sont réservées aux étudiants en cursus à l'ICP. Voilà, c'est pas la peine de la consulter avant. Alors, je vois qu'il y a une question dans la salle. Je ne sais pas si on voit... Normalement, c'est à la fin et on aura quelqu'un qui vous apportera un micro. Voilà. Je sais que je donne la préséance aux gens de YouTube. C'est peut-être pas hyper sympa. Consigne qu'on m'a donnée. Alors justement, une petite question en passant qui n'a rien à voir avec les poursuites d'études de Isabelle Barbette 1809. Est-ce que les jeunes sont en classe ou en amphi et quels sont les effectifs par formation ?
Alors, ça dépend des effectifs des formations, ça dépend, donc les plus grosses, oui, ça va jusqu'à 200, 220, 250 étudiants. Et donc, il y a 2 formats comme dans les universités publiques, c'est-à-dire les cours magistraux, où effectivement nous sommes en amphi, et ensuite les TD, où nous sommes en petits groupes, exactement comme dans les facultés publiques. Et bien sûr, on recommande à tout le monde de venir en cours. C'est pas optionnel. Les CM ne sont pas optionnels. Voilà. Et j'ai une autre question pour les stages de Laetitia qui veut savoir si l'étudiant n'a pas trouvé de stage, est-ce que l'ICP peut lui en trouver? Alors, non. Non, dans le sens où on n'a pas une liste qu'on va présenter aux étudiants en leur disant postulez là. En revanche, on a un réseau d'alumni. En revanche, encore une fois, il y a possibilité de venir demander conseil, parce que souvent c'est des erreurs de CV, des erreurs de méthodologie de recherche, des erreurs de personnes qui n'ont pas forcément assez développé leur réseau, et pour ça, ils sont vraiment accompagnés. Voilà. Et nos étudiants trouvent des stages. Même pendant le Covid, ils ont trouvé des stages. Alors, on va enchaîner pour Madame Irel. Voilà. Quelle est la spécificité de l'accompagnement des étudiants à l'ICP ? Bonsoir à tous. Bienvenue à l'Institut catholique de Paris. C'est par ces mots que je commence l'accueil des étudiants en première année. Alors j'espère que je vous rencontrerai lors des pré-rentrées, vous qui êtes là et qui attendez d'avoir une formation, de passer votre bac. Et je souhaite que vous puissiez venir chez nous. Chez nous, on a un accompagnement que j'appelle à 360 degrés. La vie étudiante, elle met en place ce que l'Église appelle le développement intégral, alors de la personne ou de l'étudiant. Donc, on accompagne l'étudiant dans toute sa vie. Alors, sa vie universitaire, il est là pour réussir ses études. Quand je rencontre des étudiants, je leur dis je vous aime beaucoup, mais vous êtes là pour 3 ans, 5 ans, pas plus. Donc l'important ici, c'est que l'étudiant qui vient chez nous réussisse ses études. Et pour réussir ses études, réussir sa vie universitaire, sa vie d'étudiant, on a un pôle santé avec des infirmiers, avec un référent sportif haut niveau. On a un pôle social et handicap. Je leur dirais un petit peu 2 mots. On a tout un système d'accompagnement des étudiants en situation de handicap. On a le service d'orientation que Madame Lasserre dirige. On a une aumônerie et on a un service des initiatives étudiantes. L'ensemble de ces services travaillent ensemble pour vous accompagner. Ce soir, je vais vous parler de ce que vous attendez, les associations étudiantes, parce qu'elles sont un vrai plus pour la vie étudiante. Madame Baudouin parlait d'étudiants qui, par leur engagement dans la vie associative, ont réussi à trouver leur voie professionnelle. L'année dernière, nous avions un étudiant responsable président de l'association des souffleurs de verre, qui est une association de théâtre. Ce garçon qui faisait une licence en philosophie vient d'intégrer un master en direction événementielle et culturelle. Parce qu'il s'est dit, le théâtre, c'est ma passion, c'est ce que j'ai envie de faire. J'aime organiser, travailler avec les équipes, organiser des événements. Et lui qui arrivait en première année ne savait pas ce qu'il avait envie de faire. Grâce au souffleur de verre, il a réussi à trouver sa voie. Alors, on a plus de 40 associations réparties sur nos 3 campus. Et on a aussi des initiatives étudiantes. Les initiatives étudiantes, c'est-à-dire qu'on peut, au cours du cursus d'une année, avoir 1, 2, 3 étudiants qui ont des projets.
qui ont des projets spécifiques. Une conférence, c'est arrivé, on a un étudiant qui a fait venir Édouard Philippe par exemple. Il est venu avec son projet et on l'a accompagné sur ce projet, c'est-à-dire qu'on a accompagné en soutien financier, on met à disposition des salles, des locaux. Là sur la slide, on a mis quelques associations, mais il y en a beaucoup plus. Donc vous avez du sport. On a une association sportive qui regroupe 15 sports. Ça va de la pétanque en passant par le surf, au ski, football féminin, masculin, basket, hand, running. On a des associations de théâtre, on a une association de comédie musicale. Hier soir, dans cet amphi, l'amphi était transformé en salle de concert. Nous avions l'association MusiCP qui faisait son concert annuel avec plus d'une trentaine d'étudiants qui se sont produits. C'était très rock'n'roll et d'un excellent niveau. Donc on a des associations. On a une association qui part à Madagascar. On a une association qui a fait à Reims, qui est parti au Congo avec un partenariat avec la mairie de Reims. Mais surtout, on a une Miss France. À Reims, on a Miss France. Enfin, on a Miss Champagne-Ardenne. On a Miss Champagne-Ardenne. Qui est étudiante à l'ICP Campus de Reims. C'est vrai. Je t'ai coupé dans ton élan. Dans mon élan, je suis désolée. Tout ça, la vocation de la vie étudiante et l'exigence, parce qu'en fait, vous avez vu, il y a un service des initiatives étudiantes, donc j'ai une collaboratrice qui accompagne les associations étudiantes et sur tous nos campus, il y a une personne dédiée et qui accompagne ces étudiants. Ils ont 18, 20 ans. Ils montent des projets quelquefois qui regroupent 300, 400, 900 personnes. Donc on les accompagne dans la gestion de budget, la mise en place de projets et sous le fait de faire de la vie associative et du vivre ensemble. Ils apprennent à se professionnaliser, à s'autonomiser sur ces projets et à montrer qu'ils sont capables de faire autre chose que de travailler leurs cours. J'ai une étudiante, elle est présidente du BDE, de la faculté des lettres. Elle m'a dit... vous savez, depuis que je me suis investie dans le BDE, eh bien, ma moyenne a augmenté de 2 points. Je ne l'invente pas. Si elle était là, elle le dirait. Ma moyenne a augmenté de 2 points parce que j'ai trouvé un autre, pas dire un autre sens à ma vie, mais une autre importance dans ce que je pouvais faire. Et ça, c'est ce qu'on offre aux étudiants. Pour savoir si vraiment c'est ce que je raconte, vous allez sur TikTok et puis surtout sur Instagram, vous cherchez ICP et tous les profils qui sont ICP, ça signifie que ce sont des associations ou des initiatives reconnues et validées. Justement, je vois qu'on a une petite vidéo qui est prévue TikTok. Salut, c'est ICP TV. Broadway ICP, BDL, Assemblée ICP, PD. La SICP, on compte 14 sports au total qui sont tous mixtes. C'est autant des sports de balle que de glisse et l'ambiance elle est conviviale, festive, familiale. L'Assemblée ICP en 3 mots, c'est avant tout des stimulations parlementaires, des afterworks de fou et un voyage à la clé pour les plus motivés d'entre vous. On est le BDE de la faculté des lettres et on est là pour un max de fun cette année. Donc nous on va créer plein d'événements tout au long de l'année pour que vous kiffiez votre année donc au maximum. On est l'asso de journalisme et d'audiovisuel de l'ICP. On touche à tout, on travaille avec toutes les assos. Nous, on est l'association qui représente les associations de la fac. On essaye de faire le lien entre elles et l'administration. On organise quelques événements comme les Waya ou des afterworks ou même tout ce qui va être par exemple la village des assos. Broadway ICP, c'est la comédie musicale de l'Institut catholique. C'est vraiment une aventure, un projet tout au long de l'année. Le but c'est en avril vous faire kiffer et rejoignez-nous, n'hésitez pas.
Alors juste pour vous ajouter un mot, moi je suis une ancienne diplômée de l'Institut catholique de Paris, je suis l'ancienne trésorière de la Fédération ICP, et donc c'est vrai que c'est une super formation, et le monde associatif c'est réellement un plus, en toute honnêteté, c'est quelque chose qui nous fait mûrir, grandir, et qui nous professionnalise, excusez-moi. Donc moi c'est vraiment quelque chose que je vous conseille à tous, sachant que comme il y a 40 associations, comme on l'a dit, plus de 30 initiatives étudiantes, chacun peut trouver sa voie, son association, et si quelqu'un a un projet, il peut également monter son association. Donc moi, je vous conseille et je vous recommande vivement la Cato, en tout cas pour faire votre licence, parce que c'est vraiment exceptionnel. Merci. Justement, j'ai une question sur l'association pour Madame Irel, de Marin Kurt Balin 5741. Je ne sais pas pourquoi il y a tous ces chiffres. J'ai entendu parler de sportifs de haut niveau. Proposez-vous un aménagement d'horaire lié à ce statut? Oui. Ça fait partie des aménagements qu'on propose et on a un référent sportif de haut niveau. Et pour les musiciens aussi, il y a des aménagements particuliers. Parce que c'est une question qu'on m'a posée tout à l'heure. Voilà. Ça, c'est pour tout type d'aménagement. N'hésitez pas à nous contacter, à venir nous voir, soit au JPO, on sera là, soit quand vous avez votre inscription, à nous contacter assez rapidement, que l'étudiant vienne assez rapidement se manifester auprès de sa faculté pour que nous, on puisse l'accompagner et mettre en place les aménagements nécessaires. Merci beaucoup. J'ai encore deux petites questions pour Alexis Payer 4803. Je ne vais pas vous lire sa question parce qu'elle est très spécifique, mais sachez, Alexis, qu'il faudrait que vous contactiez hub@icp.fr. J'en profite pour dire que vous pouvez appeler tous les jours ce service. Le numéro de téléphone est sur le site icp.fr. C'est ouvert de 8h à 17h tous les jours, même pendant l'été. Donc quand l'été prochain, vous serez hyper stressé parce que votre dossier ceci, cela, vous pourrez les appeler. Voilà. Et en attendant, vous pouvez aussi leur écrire un mail à hub@icp.fr, notamment pour des questions un peu particulières sur la réorientation, par exemple, qui est le sujet d'Alexis Payer. Et quant à Sylvain Pascal, 90-89, pardon, j'ai du mal. J'ai déjà répondu à cette question, mais je veux bien y répondre à nouveau. A-t-on plus de chances de poursuivre en master lorsqu'on est déjà à l'ICP? Donc sachez que les masters de l'ICP, il faut repasser dans un système de présentation de son dossier et de sélection. Et d'ailleurs, dans toutes les autres facs, c'est pareil. Il n'y a pas forcément de passe-droit entre le niveau licence et le niveau master. Alors, dernier slide, celui que vous attendez tous et que vous n'avez pas osé poser comme question. Ce sont les tarifs des formations. Donc, je vous laisse regarder. Voilà. Donc, vous retrouverez sur le site icp.fr/inscription. Voilà, oui, ça, c'était vraiment la grosse question. Voilà. Vous retrouverez le simulateur de tarifs. C'est-à-dire qu'en fonction de votre situation familiale, de vos revenus et de la formation qui vous intéresse, vous pouvez rentrer ces critères et vous verrez apparaître le tarif de l'année en cours, donc de l'année 25-26 dans laquelle nous sommes. Ce qui veut dire qu'il y aura une légère différence sur la rentrée prochaine. Voilà, alors vous voyez l'item prépa que je n'ai pas tellement détaillé, mais vous pourrez retrouver ces informations aussi sur le site icp.fr. Voilà. Alors, sur le système des bourses, oui, merci. Peut-être, Madame Irel, vous voulez parler sur les bourses. Oui, sur les bourses. L'ICP a des bourses qui lui sont propres. On a une bourse dite solidarité qui est sur critères de revenus. Et on a aussi des bourses d'excellence par faculté. Là, les critères parlent d'eux-mêmes. On a aussi des aides exceptionnelles. On a deux sessions par an où on peut, à titre exceptionnel, accompagner pour des petites choses, je sais pas, achat d'ordinateur, c'est ça, c'est ces possibilités.
les secrétariats des facultés sont informés et dès le début de l'année, c'est-à-dire dès septembre, même un petit peu avant, en fait, dès que votre inscription est validée, ils vous envoient les informations. Si vous le souhaitez, faites les dossiers, faites-les correctement, parce qu'on a beaucoup de demandes et on est comme partout, les dossiers incomplets sont pas forcément étudiés. Bon, même si on fait un effort, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, je demande à mes collaborateurs d'avoir des bureaux ouverts. C'est-à-dire que tous les services que vous avez vus pour la vie étudiante, les étudiants peuvent venir frapper à nos portes et on pourra échanger avec eux et les accompagner. Donc ça, faut pas hésiter. Donc s'ils ont des questions, même en début d'année, on sera là. Au sujet des bourses, ce qui est intéressant de savoir, c'est que nous avons beaucoup de mécènes qui nous accompagnent et qui vont aider sur le financement des études. Et il y a une particularité sur les campus de Reims et Rouen, c'est qu'il y a des entreprises qui ont financé ou qui financeront intégralement certaines formations. Voilà. Donc si vous êtes intéressé sur les formations, n'hésitez pas à vous rapprocher. Les informations sont précisées sur le site, sur les systèmes de bourses. Et en région, on appelle ça les bourses des mécènes des régions. Voilà. On arrive à la fin de cette présentation. Ça va être la série des questions. Je commence sur le YouTube. Hélène Buisson, 1439. Comment sont validées les années de licence? Par des examens. Voilà. Il faut passer des examens, des partiels. Et ensuite, si on a des bonnes notes, on a des crédits ECTS. Et si on a des crédits ECTS et des bonnes notes, on passe dans l'année supérieure. Et il y a des rattrapages. Voilà. Tiennent, quoi. Et pour Laurent Chivot, à quel niveau les notes de bac de français sont-elles prises en compte? Alors, ça dépend des formations, néanmoins, elles sont regardées car c'est important. Nous sommes une faculté de sciences humaines et du coup, nous avons besoin que vous sachiez vous exprimer. Après, on regarde les bulletins de première, de terminale. Il peut y avoir un accident au bac français, donc on prend en compte l'ensemble des bulletins. Voilà. Et maintenant, on va partager les micros pour les envoyer dans la salle, qui a bien le droit. Oui, bonjour. Lollipop 1475. Je crois que l'argument de Miss Champagne a beaucoup fait mouche pour mon fils. Plus sérieusement, beaucoup plus... Beaucoup plus sérieusement, sur les fallait réveiller un peu la salle quand même. Pour les partenariats avec les universités internationales, je suis fatiguée, pardon, et les admissions AST, en parallèle, tous demandent le TAJMAJ, le IELTS, le TOEIC, le TOEFL. Comment vous accompagnez les enfants pour atteindre ces niveaux pour qu'ils aillent à l'étranger et qu'ils puissent rentrer dans les meilleures universités, éventuellement dans d'autres masters? Merci. Alors, nous, dans les accords que nous avons négociés, je ne sais pas si c'est votre question, si c'est le départ en L3 ou si c'est plutôt un... Oui, c'est le départ en L3. Alors, non, ça dépend des accords. En tout cas, nous, ce qu'on demande, c'est surtout un niveau de langue. Il faut un niveau B2. Si vous voulez partir en Argentine, il faut que vous sachiez parler espagnol. Donc voilà, c'est plutôt au sujet... Enfin, nous, ce qu'on regarde, c'est le niveau de langue. En revanche, c'est vrai que... après, quand vous voulez postuler dans des masters, dans des écoles de commerce ou autres, effectivement, il faut passer le TAJMAJ et ce genre de choses. Il n'y a pas de préparation spécifique, mais les enseignements que vous avez en licence, normalement, en fonction de votre profil et de la licence que vous choisissez, commencent déjà à vous préparer sérieusement. Mais en tout cas, pour nous, quand on vous fait partir à l'étranger un semestre, ce qui compte, c'est le niveau de langue et vos notes. C'est-à-dire que plus vous avez des bonnes notes et plus vous pouvez partir dans les destinations les plus prisées.
Oui, mais quand on ne fait pas une licence spécifique en langue, qu'on est en histoire, géopolitique, sciences éco, est-ce qu'il y a des cours aussi en anglais qui permettent d'avoir un niveau, de les faire basculer? Oui, tout à fait. Vous avez des cours en anglais dans les maquettes de licence, tout à fait. Et ne vous inquiétez pas, on veille aussi à ce que nos étudiants soient bien formés en langue. L'Institut catholique met l'accent sur les langues. Et vous voyez, l'année dernière, il y a plus de 400 étudiants qui sont partis à l'étranger, un semestre. Donc, si vous travaillez sérieusement et que Miss Champagne ne vous prend pas trop de temps, normalement, ça fonctionne. Je me permets d'ajouter aussi qu'on accueille plus de 300 étudiants étrangers qui viennent faire leurs études, soit un semestre ou une année, ça dépend. Ils sont de plus en plus anglophones et via la vie associative, on s'arrange pour que nos étudiants puissent rencontrer ces étudiants. Je vais être un tout petit peu plus précise, madame. La passation des tests n'est pas prévue dans les maquettes. Voilà, si c'est ce que vous voulez savoir. C'est-à-dire ils sont préparés à un bon niveau de langue, ils acquièrent une logique, un niveau verbal qui vont leur permettre de passer facilement le Taj-Mahal, mais c'est aux étudiants de s'inscrire, de se préparer avec les annales, avec une prépa annexe, voilà, et de passer les examens. Bonsoir, je m'appelle Bérénice de Villard, je suis étudiante en classe de terminale et je voudrais savoir au niveau des admissions si vous prenez des gens qui ne viennent pas de Paris. Mais au contraire, mais bien sûr, et ça c'est l'un des vrais avantages de Parcoursup. C'est que justement, grâce à Parcoursup, vous avez accès à l'ensemble des formations. Que vous habitiez Paris, vous savez qu'il y a telle ou telle formation à Toulouse, à Lille, à Marseille. Eh bien, c'est la même chose. Nous sommes très heureux d'accueillir des étudiants qui viennent de province. Et d'ailleurs, moi-même, j'étais étudiante, j'ai grandi en province et j'ai atterri à l'Institut catholique étudiante. Donc vous voyez, c'est tout à fait possible et au contraire. Parfait. Et j'ai juste une deuxième question, c'est sur le rebondissement des notes de français. Est-ce que, à partir de quelle moyenne du bac de français vous considérez que l'entrée est rédhibitoire? Je ne sais pas si je... Alors, encore une fois, on souhaite que vous ayez que vous puissiez vous exprimer, que vous puissiez faire une rédaction correctement. Encore une fois, on est dans une faculté de sciences humaines. Néanmoins, comme je vous l'ai dit, on regarde l'intégralité du dossier, on regarde les appréciations, on regarde forcément si vous avez une moyenne de 6 en français, bon, c'est un peu compliqué. Mais je ne pense pas que ce soit votre cas, donc on ne réfléchit pas vraiment comme ça. Voilà. On regarde vraiment les dossiers et il faut que vous ayez quand même un niveau correct et que vous n'ayez pas des appréciations épouvantables. Parfait, merci. Bonjour, je suis étudiante en terminale et ma question c'était pour le bac de français. Est-ce que vous pouvez accéder aux copies ou pas du tout? Vous avez juste les notes? Rassurez-vous, non. On aura peut-être vos futures copies, ce sera déjà bien, mais on n'a pas, on n'a pas accès à ça. Vous allez télécharger vos bulletins, donc ça, on aura accès à vos bulletins, à votre fiche à venir, à tout ce genre de documents, mais non pas aux copies. Et s'il y a une catastrophe au bac français, ça peut arriver, on regarde votre contrôle continu. Hein? Ah pardon, excuse-moi. Voilà, donc on n'ira pas lire votre copie pour voir si vous avez été mal noté, s'il y a eu une erreur et tout ça, mais on verra s'il y a un bon contrôle continu.
que je disais quand on disait qu'on regardait les bulletins, c'est que justement ça nous permet de bien voir comment vous avez progressé entre la première oui, et la terminale. Bonsoir. Oui, alors est-ce que puisque c'est un système de crédit, enfin vous avez parlé du DOG et tout ce qu'il y avait avant, mais bon, je sais que ça a changé. Est-ce que par exemple, si vous commencez en sciences politiques, est-ce que c'est possible, par exemple L1, L2 en sciences politiques et puis L3 de passer à par exemple information et communication? Est-ce qu'il y a des passages comme ça horizontaux? Alors, vous pouvez vous réorienter éventuellement en L1, mais alors là, c'est laissé à l'appréciation de chaque formation. L'idée, c'est que vraiment, vous fassiez 3 ans dans un cursus. C'est vraiment l'idée. Voilà. Après, ça peut être au cas par cas, en fonction de vos notes, de votre motivation, du profil. La réorientation, c'est tout à fait possible, parce qu'on demande à des étudiants de choisir très jeunes. C'est compliqué. Et de plus en plus jeunes, parce qu'on vous demande de prendre des spécialités très tôt. Donc j'en ai bien conscience. Donc oui, la réorientation est possible. C'est possible à la fin du premier semestre, c'est possible à la fin de la première année. Mais plus on avance dans la licence, plus c'est compliqué. Bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, je reviens sur les admissions des étudiants. Est-ce que vous faites attention à la provenance, c'est-à-dire à l'établissement? On sait qu'il existe des établissements qui sont plus exigeants que d'autres. On connaît aussi la différence entre l'exigence parisienne et l'exigence en région. Est-ce que vous prenez ça en considération ou pas? Alors, encore une fois, il y a une lecture très précise des dossiers qui sont faits manuellement, donc forcément, c'est quelque chose que l'on connaît. Il y a aussi des établissements très élitistes en province, hein, pas qu'à Paris. Voilà, donc après, on ne peut pas connaître tous les établissements de France et de Navarre. Néanmoins, on en connaît un certain nombre. Nous avons quand même une bonne expérience et nous faisons une lecture. L'algorithme nous permet de faire un premier tri quand on a un nombre de candidatures qui dépasse très largement la capacité d'accueil. Quand vous avez 5 ou 6 000 candidatures pour 200 places, voilà, il faut faire un premier tri. Mais bien entendu qu'on repasse dans les dossiers et que tout ce genre de critères sont pris en compte par l'équipe enseignante, par les professeurs. Merci. Bonsoir. Je suis à droite là-bas. Je voulais savoir, en ce qui concerne vos licences pluridisciplinaires, comment est-ce qu'on sait quelle est la nature du diplôme délivré, dans le sens où quel est l'intitulé, sur laquelle des disciplines est-ce que le diplôme va être délivré? Alors, j'ai peur de ne pas bien saisir votre question. Parce que nos licences sont quand même des intitulés qui donnent une direction. Mais je vous laisse peut-être préciser. Non, mais oui, effectivement, par exemple, pour la licence sciences sociales, parcours, économie, sciences politiques et sociologie, quelle est la valeur du parcours, entre guillemets, et qu'est-ce que ça permet après d'avoir et de faire? Alors, c'est pour ça qu'il faut que vous regardiez les maquettes. La valeur du parcours, en fait, c'est qu'on va donner une direction. On va intégrer dans la maquette certains cours qui vont spécialiser déjà un peu votre licence. C'est pour ça que c'est très important que vous regardiez dans le détail les cours qui sont proposés. Toutes les maquettes sont consultables sur le site de l'ICP. Voilà, elles sont présentées. Donc vous regardez bien le détail et vous allez comprendre pourquoi on a précisé que c'est tel ou tel parcours. Bonsoir. Juste ici. C'était une question par rapport au tri des dossiers, que ce soit par l'algorithme ou qu'il soit manuel. Est-ce que les gratifications dans les bulletins et surtout le classement de l'élève par rapport à sa classe est pris en compte ou pas? Oui, et notamment quand on a plusieurs dossiers du même niveau, c'est quelque chose que l'on regarde parce que voilà, ça permet aussi d'analyser plus finement les dossiers, de prendre en compte justement les différences de notation entre établissements. Donc on regarde ça, effectivement, ça fait partie des points que l'on examine.
Bonsoir. Je suis juste là, en face. C'est également une question sur la sélection. Je voulais savoir quelle était la place et l'importance des appréciations et des bulletins dans la sélection. Eh bien, parfois, c'est important parce qu'on ne peut pas vous connaître, on ne vous connaît pas encore. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à faire confiance à vos professeurs. Donc, on regarde l'ensemble des appréciations. Encore une fois, l'idée, c'est vraiment d'essayer de vous connaître, de voir quel profil vous avez. Et donc, on porte attention au classement dans la classe, effectivement, et aux appréciations des professeurs qui peuvent nous donner des indications. Par exemple, voilà, vous pouvez avoir une difficulté, mais si des résultats qui sont peut-être pas au rendez-vous encore, mais que l'on voit que vous travaillez, que le professeur reconnaît votre travail, ce sont des choses qui comptent. Bon. Oui, excusez-moi, j'ai encore une question. Pour la double licence Saint-Jean-de-Passy-Stanislas, c'est quand même très élitiste. Quelle est la chance, enfin les critères de sélection sur ces dossiers-là? Est-ce que vous prenez que des gens de Saint-Jean et de Stanislas? Et limite, est-ce qu'on peut, pour éviter de perdre une place sur Parcoursup, avoir quand même une idée, parce que ça va être très, très difficile de rentrer dans ce cursus, j'imagine. Alors, non, on ne prend pas que des gens de Stanislas et de Saint-Jean-de-Passy. D'ailleurs, là, là, ils sont 74 et je dois en avoir 8, donc de ces deux établissements. Donc non. Alors, ce n'est pas une double licence, c'est une licence adossée à un DU, un diplôme d'université propre à l'ICP. C'est effectivement une formation qui est très sélective. Nous avons eu 3600 demandes sur Parcoursup l'année dernière pour 80 places. Mais vous voyez, donc nous en classons, j'en ai classé, je suis très honnête avec vous, j'en ai classé 400. 400 dans chaque formation, donc ça fait 800. J'en ai sélectionné 800. Enfin, j'en ai sélectionné. Nous en avons tous, nous, l'équipe enseignante, sélectionné 800. Les critères que nous attendons, c'est minimum une mention bien au bac. Ce sont des étudiants qui pourraient être tentés par une classe préparatoire, mais qui, pour des raisons X ou Y, parce que voilà, ils ont un peu peur des débouchés parfois, ou parce qu'ils ne se sentent pas de subir la pression de la classe préparatoire, peuvent avoir envie d'une formation universitaire encore plus exigeante que celle que nous proposons dans les licences de l'ICP. Et donc l'idée, c'est vraiment de faire un pont entre la classe préparatoire et l'université. Donc ce ne sont que des professeurs des classes préparatoires de Saint-Jean-de-Passy et de Stanislas qui enseignent dans le bachelor. Ils permettent à nos étudiants d'acquérir la culture générale et la méthodologie qui est offerte en classe préparatoire, mais ils ne sont pas notés comme en classe préparatoire. Et l'idée, c'est de suivre vraiment le rythme des TD. Donc les cours de bachelor, vous avez 11 séances de bachelor dans un semestre, et ils ont, comme en TD, 2 épreuves, 2 notes minimum. Voilà. Et quand il y a 3 notes, c'est qu'on essaye, voilà, de repêcher ceux qui auraient pu avoir un peu de difficultés. Donc, et il y en a que 2 l'année dernière qui ne sont pas passés dans l'année supérieure. Les 2 semestres se compensent. Et il faut avoir 10 sur 20 pour passer en 2e année de bachelor comme en licence. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à vos inquiétudes. Bonsoir. Pardon. Bonsoir. À droite. C'était juste pour savoir, en termes de sélection, encore une fois, est-ce que vous donnez une place dans vos critères de sélection à la vie associative, le bénévolat, etc. Ou est-ce que c'est vraiment basé sur les résultats à l'école, etc. Voilà. Alors, encore une fois, c'est votre profil qui nous intéresse. Alors, il faut quand même que vous ayez des résultats corrects, hein. Mais voilà, je ne vais pas vous mentir non plus. Mais en revanche, c'est quelque chose qui est tout à fait à mettre en avant dans une lettre de motivation, typiquement. Voilà, parce que ça nous permet de mieux vous connaître, de voir ce qui vous intéresse, de voir ce que ces activités de bénévolat ont pu vous apporter et ce que ça peut aussi continuer à vous apporter dans vos études. Donc c'est quelque chose vraiment à mettre en lumière dans vos lettres de motivation.
Écho à une question qui a été posée par Emma sur YouTube. Est-ce que le fait de faire une langue rare comme le chinois est valorisé? Donc j'imagine c'est la même réponse. C'est le profil global qui est étudié et savoir mettre en valeur soi-même dans sa lettre de motivation ce qui vous différencie dans votre profil. Bonsoir. Sur votre gauche, merci. J'avais une question pour savoir qui étaient les enseignants, puisque, alors j'ai peut-être pas tout compris, mais apparemment vous ne proposez pas de doctorat et vous parliez de recherche tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le profil? Est-ce que ce sont des gens qui viennent du privé et qui travaillent, ou est-ce qu'ils ne sont que enseignants? On n'a peut-être pas effectivement été très clair, mais si, nous proposons des doctorats. Nous avons une unité de recherche dans laquelle nous avons 120 enseignants-chercheurs, et qui sont tous des enseignants-chercheurs qui sont des enseignants de l'université et qui ont des titres d'université publique. Voilà. Ils sont tous docteurs. Et alors, en fonction des niveaux où vous allez être en licence ou en master, vous allez avoir des proportions différentes d'enseignants-chercheurs, de chargés d'enseignement et de professionnels. Par exemple, je prends un exemple, master communication corporate, numérique et politique. Vous allez avoir autant d'enseignants-chercheurs qui travaillent sur les sujets de la communication et qui font de la recherche en information et communication que de professionnels en activité, de directeurs d'agence, par exemple, comme l'agence Babel. Voilà. Vous pouvez tout à fait faire un doctorat à l'ICP, et il y a aussi deux manières de faire un doctorat. Doctorat par la voie d'État ou doctorat par la voie canonique. Juste une précision, mais vous en êtes encore loin, c'est que le doctorat, il faut d'État, il faut une co-tutelle avec un professeur d'université publique. Mais encore une fois, c'est une petite spécificité. Voilà, vous avez un peu de temps pour y penser. Mais en tout cas, oui, nous sommes enseignants-chercheurs. Et nous avons tous des doctorats. En revanche, plus vous arrivez vers l'aboutissement de votre parcours étudiant, le master, la spécialisation, l'insertion professionnelle, plus ça peut être aussi enrichissant pour vous d'avoir des intervenants professionnels qui viennent parler des réalités du terrain et vous donner d'autres... c'est un enseignement complémentaire. Mais bien sûr, il y a toujours des enseignants-chercheurs. Merci beaucoup. J'ai une autre petite question, excusez-moi, de vocabulaire toujours. Vous parliez tout à l'heure de droit canonique. Donc, je suis assez intéressée par la licence de droit. Est-ce que vous pouvez m'expliquer la différence entre le droit canonique et le droit de la famille ou le droit du patrimoine? Alors, nous avons une faculté de droit canonique qui forme au droit de l'Église et qui est réservée pour des personnalités qui travaillent au sein de l'Église ou qui veulent travailler pour l'Église. Mais nous avons notre faculté de sciences sociales, d'économie et de droit qui prépare à l'obtention du diplôme national de la licence de droit. Donc c'est bien du droit de France. Voilà. C'est pas du droit de l'Église. Donc c'est effectivement deux choses. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau du master droit de la famille et droit du patrimoine, il peut y avoir des interventions d'enseignants-chercheurs de la faculté de droit canonique pour éclairer les questions du droit français par des questions, notamment liées au mariage, du droit de l'Église. Voilà. Mais le diplôme que vous obtenez dans votre licence de droit, c'est bien un diplôme national de droit. Et cette licence a une spécificité à l'ICP, c'est qu'elle intègre des enseignements de sciences politiques. Mais ça n'empêche pas de faire un master de droit. C'est ça que je veux dire. Parce que j'ai souvent eu des questions en disant c'est pas vraiment du droit, et puis en plus il y a de la science politique, donc est-ce que je peux faire derrière un master de droit? Oui. Merci beaucoup. Bonsoir, j'ai une question concernant l'antenne de Tours. J'ai vu qu'il n'y avait pas de porte ouverte. Est-ce que c'est vraiment une antenne qui fonctionne toute seule ou est-ce qu'elle est rattachée à l'un des campus? Alors, sur l'antenne de Tours, vous avez à ce jour uniquement une licence sciences de l'éducation. Et dans cette antenne, vous avez à la fois l'ICP qui propose sa licence de sciences de l'éducation et l'ISFEC Saint-Martin de Tours qui propose les masters MEF pour l'enseignement dans le premier et second degré. Voilà. Donc, elle fonctionne très bien. Alors, c'est la première année. On a 30 étudiants en licence. Et ils vont sûrement faire une journée porte ouverte, mais ça sera l'ISFEC qui va communiquer dessus. Et nous, on va relayer les informations de l'ISFEC. Et on a beaucoup d'échanges avec les enseignants de la licence à Tours sont les enseignants de la licence à Paris. Okay. Merci. On s'approche de la fin de notre rencontre.
J'ai la régie qui me fait des grands signes. Une petite question d'actualité, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment. Je crois que monsieur, vous avez une question aussi. Vous avez une question par là? Oui, pardon. Vous leviez comme ça, là. Le taquet. Oui. Vous avez dit que les critères étaient les mêmes entre l'ICP à Paris, à Rouen et à Reims. Mais du coup, les notes qui sont attendues sont plus élevées à Paris qu'à Reims ou à Rouen, ou en gros, les moyennes des élèves sont les mêmes? Alors, en fait, c'est plutôt mécanique. C'est-à-dire que c'est les mêmes critères de sélection qui vont évaluer votre dossier. Mais si vous avez 3000 dossiers à Paris, forcément, si vous avez, je ne sais pas, 13 de moyenne, vous aurez plus de chances d'être pris à Rouen ou à Reims qu'à Paris, parce qu'il y a plus de candidats dans la liste. Voilà. Mais c'est bien les mêmes critères de sélection. Alors, petite histoire, j'ai un copain qui m'a appelé en disant « Mon fils, il est sur liste d'attente à la licence de droit à Paris, qu'est-ce que je peux faire ?» Je lui dis « Est-ce que tu as regardé à Rouen? Est-ce qu'il a postulé? Regarde en phase complémentaire, etc. » Et le fils en question, je l'ai vu la semaine dernière parce que je suis allée à Rouen. Je lui dis « Alors, t'es content ?» Il dit « Je suis hyper content. » Voilà. Donc, sachez que c'est le même maquette, le même diplôme, la même formation et qu'on a des enseignants qui circulent entre les campus. Voilà. C'est pas les enseignants ne sont pas exactement les mêmes sur tous les campus, mais il y a les mêmes maquettes et diplômes. Voilà, que ce soit Paris, Reims et Rouen, vous avez un diplôme national de licence de droit qui est délivré par l'Académie du rectorat de Paris. Et la même vie associative, dit-on, à gauche. Et j'avais une question d'actualité, justement, puisqu'on parle beaucoup du retour du service militaire. Donc, dernière question de Mélanie Lutz. Proposez-vous également des aménagements pour les réservistes de l'armée? La réponse est oui pour Mélanie. Voilà, écoutez, si vous n'avez plus de questions, merci à toutes et tous. Très bonne soirée et bon courage.